Bienvenue dans Feu Vert, un podcast où je pars à la rencontre de celles et ceux qui façonnent un avenir plus durable, là où on ne les attend pas toujours, dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé représente 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Mais alors, comment veiller sur les autres tout en contribuant à prendre soin de notre environnement ? Comment remettre en question ces modes de consommation ? Quels gestes concrets adopter et surtout, quels bénéfices pouvons-nous en tirer ? Prochaine gare desservie, Lizy-sur-Our. Aujourd'hui, je suis à Lizy-sur-Our, c'est un village situé à 1 heure de Paris, en Seine-et-Marne. Et me voilà arrivée devant un grand bâtiment entouré de petits jardins verts. C'est la résidence du Moulin. Elle fait partie du groupe Colisée France. Et je suis ici aujourd'hui pour rencontrer Jean-Marc Toumieux. C'est parti. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Je suis Cynthia, infirmière coordinatrice. Vous êtes là pour le podcast. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous voulez un café? Avec plaisir. Colisée, c'est l'un des acteurs français majeurs du secteur du grand âge. Avec 450 établissements en France et en Europe, le groupe accompagne chaque jour plus de 12 200 résidents sur l'ensemble des EHPAD. Jean-Marc Toumieux, directeur de la restauration et de l'hôtellerie du groupe. Sur la France, Colisée France, ça représente 210 établissements au total, qui sont à la fois des EHPAD, donc des établissements d'hébergement pour des personnes âgées dépendantes. Il y en a 163 en France. Des résidences-services, ce sont des établissements qui vont accueillir des personnes plus autonomes avec des petits appartements et un principe de service en fait qui vont être offerts aux résidents, notamment la restauration, le ménage, et une filiale qui est un peu plus petite, qui est une filiale de 12 soins de suite et réadaptation. Ce qu'on oublie quand on pense au secteur du grand âge, c'est tout ce que cela représente en termes de consommation. Alimentation, énergie, déchets, mais certains établissements comme celui-ci s'engagent pour faire bouger les lignes. Jean-Marc Toumieux est cuisinier de formation. Il a fait ses armes dans l'hôtellerie du luxe en tant que directeur de restauration. Mais un jour, il a décidé de mettre son expertise au service d'un tout autre secteur, avec des enjeux bien différents. Je me suis rendu compte que les métiers du médico-social se rapprochaient énormément des métiers de l'hôtellerie traditionnelle. Et je me suis dit, c'est une bonne passerelle. Et quand je suis rentré dans ce secteur d'activité en 2002, j'en suis plus parti parce qu'en fait, je me suis vraiment retrouvé. Aujourd'hui, c'est un vrai chef d'orchestre. Avec son équipe, il accompagne les établissements pour intégrer des pratiques plus responsables, tout en répondant à leurs besoins spécifiques. Je m'occupe de la restauration avec un grand R. Ça fait souvent rire les gens à qui je l'explique, mais ça définit bien mon activité, c'est-à-dire je vais m'occuper de tout ce qui va concerner la restauration. Et en fait, dès qu'il y a un sujet restauration, nutrition, alimentation, un besoin particulier, les directeurs ou les établissements font appel à moi pour les aider, les accompagner, leur apporter une expertise qu'eux, ils n'ont pas. Mais alors, comment est né cet engagement chez Colisée France ? Comment passer à l'action tout en répondant aux défis économiques et humains d'un grand groupe ? Et surtout, par où commencer ? Ambitieux, prêt à tout pour réussir. Une personne arrive. Oui, arrive, c'est bien. On va terminer sur celui-là. Colisée a toujours eu envie d'être dans cette dynamique-là. Et je pense que ça s'est vraiment renforcé quand Colisée, en 2021, a décidé de devenir une entreprise à mission.
Notre raison d'être, c'est s'engager pour le mieux vieillir afin de faire grandir durablement notre société. Et quand on dit ça, et quand on écrit ça, on a à peu près tout dit. C'est-à-dire qu'on s'engage pour que les résidents vieillissent mieux et on s'engage aussi pour que notre société, du coup, grandisse durablement. Et là, ça a été un vrai levier. Et cette promesse se traduit par des actions concrètes. Parmi elles, un engagement fort, s'inscrire dans la Science Based Target Initiative. Les investisseurs du groupe nous ont demandé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils nous ont demandé d'être au SBTI, notamment avec des objectifs très ambitieux sur la réduction de notre empreinte carbone à l'horizon 2030. Ce label, le SBTI, garantit que les objectifs climatiques fixés par les entreprises s'appuient sur des données scientifiques les plus récentes. Concrètement, ça signifie aligner toutes les décisions stratégiques sur un objectif, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et sur le terrain, ça donne quoi ? Jean-Marc Toumieux m'explique que tout commence par une remise à plat des pratiques. D'où viennent les aliments ? Comment gaspiller moins ? Et surtout, que faire des déchets pour qu'ils ne soient plus une simple contrainte ? Notre plan d'action sur le gaspillage alimentaire, il est globalement lié aux objectifs de la loi en France qui oblige de réduire de 50% son gaspillage alimentaire à l'horizon 2030. Comment on s'y prend ? Déjà, depuis quelque temps, on commence à sensibiliser les personnes à savoir qu'est-ce qu'on gaspille. Et je pense que c'est l'étape la plus importante. Je suis convaincu que pour que les équipes soient partie prenante dans un projet, il faut qu'elles comprennent les objectifs du projet. Une méthode qui fait écho à ce que Daniel Chaz, le directeur de l'association Saint-Nicolas, évoquait dans le premier épisode de ce podcast. Lui aussi insistait sur l'importance de la pédagogie pour mobiliser les équipes. Et les résultats sont là. Entre 2020 et 2023, le groupe Colisée France a réduit de près de 12% le gaspillage alimentaire dans les assiettes de ses résidents. Une performance rendue possible par une stratégie à 360 degrés, centrée autour de l'assiette. Le premier levier, c'était déjà de commencer à en parler. Donc de savoir de quoi on partait. C'est-à-dire qu'en 2020, on a déjà réalisé une première étude sur le gaspillage alimentaire sur l'ensemble des établissements. Ensuite, ça a donné lieu à quoi ? Ça a donné des premiers axes de formation. Dans la formation, on a donné une vision de là où on en était au niveau du groupe, mais aussi de donner des petits tips aux équipes. Le premier axe sur lequel on a travaillé, c'était la réduction d'actions simples, c'est-à-dire qui apportent du bénéfice tout de suite sur la réduction du gaspillage. Des gestes simples, mais impactants. Prenons l'exemple du pain. Notre gaspillage de pain n'était pas énorme, mais en tout cas, quand on le ramène à l'échelle d'un groupe, à l'échelle nationale, on s'est dit, là, on peut ouvrir quand même quelques boulangeries. Donc, c'est vraiment une des premières actions que j'ai demandé aux établissements, c'est de se dire, commencez à voir comment vous pouvez travailler ce gaspillage de pain, qui est quand même quelque chose d'assez conséquent. Changer les habitudes. Voilà le défi. Sans nécessairement commander moins, ni supprimer des produits, mais en engageant les équipes à réfléchir différemment, plus en conscience. Donc, on a habitué les équipes justement à réfléchir qu'est-ce qu'il y a au repas à midi, comment je vais couper mon pain, comment je vais gérer mon pain à ce moment-là. Donc, tout ça, ça a été un changement de pratique, un changement de culture des équipes. Karl, chef de restauration à la résidence du Moulin. Oui, on travaille aussi sur l'anti-gaspi et du coup, on met en place des volumes qui font qu'il n'y ait pas de gâchis. Donc on commande au plus juste. Quand on fait le travail en amont avec les bonnes quantités de personnes, c'est assez responsable et c'est ce qui est de toute façon mis en place par le groupe, mais c'est ce qui est au goût du jour. Et la réflexion se joue aussi au fourneau. T'y arrives ou pas ? Dans le monde commercial, on parle souvent de cerner son client. Apprendre à connaître les besoins et les envies de sa cible. Une notion qui s'applique aussi aux résidents des EHPAD, mais avec une finalité bien plus noble. Comprendre pour mieux nourrir et gaspiller moins. On s'est juste remis un petit peu 40 ans en arrière, se dire qu'est-ce qu'ils mangeaient 40 ans en arrière, qu'est-ce qu'ils aimaient manger. Le blé, c'était pas quelque chose qu'ils mangeaient, même si nous, on a les blis où on est tous fans parce que c'est un produit qui est ressorti dans les années 80. Donc l'adaptation de toutes ces choses-là, et on s'est dit il va falloir qu'on assume, même s'il y a des répétitions dans nos menus,
parce que c'est vrai, quand on a fait le tour des féculents, les résidents, ils n'ont pas l'habitude du blé, du quinoa, etc. Donc, il va nous rester les pâtes, le riz et les pommes de terre. Et on s'est dit, on va arrêter de faire des jolies choses sur le papier, on va juste faire des jolies choses qui vont leur donner envie. Pourquoi? C'est le voir. Mathis, on remonte à 14h. Mathis. Colisée France a décidé de replacer le résident au centre des décisions au moment du repas, en proposant un double choix le midi. On s'est rendu compte que ça avait 2 bénéfices. C'est que d'une part, ça réduisait le gaspillage alimentaire parce que du coup, il faisait un acte de choix au moment où il passait à table. Et le deuxième axe, c'est que nutritionnellement, du coup, il s'alimentait mieux. Et quand on parle de réduire l'impact carbone d'une assiette, je ne peux pas m'empêcher de penser à la consommation de viande. Mais pour un public âgé, c'est une autre paire de manches. L'alimentation végétarienne, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, c'est quelque chose d'assez récent. En tout cas, dans les personnes âgées, il y a quand même peu de personnes qui sont végétariennes. Ça fait 3 ans maintenant. On a intégré dans notre menu une journée végétarienne par semaine et on a commencé à travailler sur des plats végétariens. Alors, les plats végétariens, c'était un peu compliqué parce que se dire quels sont les plats végétariens qui vont plaire, comment on va faire. Là, on va aller contre la culture et les habitudes des résidents. Donc, on a commencé à réfléchir au sujet et puis on a fait des tests avec 5 établissements. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois par semaine, c'était acceptable. Ils aimaient bien. 2 fois par semaine, c'était trop. Et on l'a lancé sur tous les établissements. Et en fait, le plat végétarien, on a travaillé des recettes traditionnelles en plat végétarien, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la galette de quinoa, on ne va pas faire du steak de soja. Quand on fait un plat végétarien, c'est-à-dire qu'on va travailler comme si c'était un plat classique. Un exemple, des lasagnes ricotta épinards, un chili sin carne. Là, on a testé des spaghettis bolognaises avec une préparation bolognaise à base de lentilles. Et en fait, quand on prépare des plats cuisinés de ce type-là, on se rend compte que les résidents, ils adorent ça. Et du coup, maintenant, on a un taux de prise du plat végétarien qui est plus important que l'alternative qu'on propose en deuxième choix. Pour compléter cette transition écologique, un enjeu est encore à aborder. Le traitement des déchets. Comment garantir une gestion efficace et respectueuse de l'environnement, même dans des établissements qui sont souvent contraints par leurs espaces et leurs ressources ? Du coup, depuis à peu près 2 ans maintenant, on a travaillé sur 100% des établissements sur la mise en place du tri, notamment au niveau du biodéchet et de l'emballage. Donc, on s'est fait accompagner par un consultant pour cette partie-là, pour qu'il puisse nous accompagner sur la meilleure solution. Le fait de faire appel à un consultant externe nous a permis, comme on a des pôles d'établissement par région, par département, etc., du coup, il s'est occupé vraiment de choisir la méthode la plus adaptée en fonction de chaque établissement. Donc là, on n'a pas une politique nationale. C'est un vrai choix. Donc, on est vraiment identifié en local sur cette partie-là. Et en fait, sur chaque département, chaque région, parfois chaque commune, on va avoir notre propre prestataire qui va être le plus adapté et qui va être le plus responsable parce qu'on a voulu aussi identifier la totalité de la filière. C'est-à-dire que quand on faisait de la méthanisation ou du compost, on voulait que tout soit bien identifié, y compris la réutilisation derrière de ce que le prestataire en faisait. Mais cette adaptation au local et cette ambition écologique posent une autre question. Quels sont les défis et les limites face aux contraintes économiques ? Notre enlèvement des déchets, comme dans tous les EHPAD de France, quasi, était fait par les collectivités locales. Et donc, ça rentrait dans ce qu'on appelle la taxe sur les ordures ménagères, que tout contribuable paye dans sa taxe foncière. Et du coup, quand on veut être bienveillant sur le tri des déchets, on se heurte à cette problématique, c'est-à-dire que du coup, on va faire appel à des prestataires privés qui vont mettre en place une politique responsable de mise en place du tri des déchets, de méthanisation, de compost, d'enlèvement du carton, du plastique, etc., de tout ce qui est emballage. Et derrière, on a toujours cette taxe d'ordures ménagères qui continue à courir et qu'on continue à payer dans les taxes foncières. Donc, du coup, automatiquement, à un moment, on a des frais supplémentaires qui viennent se rajouter à la gestion des établissements. Et puis, certains types de déchets n'ont tout simplement pas encore de solution durable. C'est notamment le cas des déchets d'incontinence, par exemple. Ces derniers, très importants et omniprésents dans les EHPAD, restent un casse-tête majeur pour ces établissements, faute de filières adaptées au recyclage ou au tri responsable.
Mais alors, quels bénéfices peut-on réellement tirer de la mise en place de ces actions, parfois contraignantes et coûteuses ? Pour Jean-Marc Toumieux, le jeu en vaut la chandelle. Et il est essentiel de comprendre les retombées positives d'une telle transition dans le secteur médico-social. Il faut savoir que quand on a aussi une entreprise, on a aussi parfois des taux d'intérêt qui peuvent être indexés sur différents indicateurs, le NPS, enfin plein d'indicateurs de ce type, ESG, qui sont très importants et qui vont avoir un impact direct sur les emprunts qu'on peut faire au niveau d'un groupe. Donc en fait, vos performances en termes écologiques peuvent vous permettre d'avoir des avantages financiers. Exactement. Alors, c'est peut-être pas des choses qu'on identifie quand on se lance dans ces sujets-là, mais en tout cas, quand on se lance dans ces sujets, on est content de savoir que l'ensemble de ce qu'on fait porte une action sur plein de différents domaines, pour la planète, pour le financier, pour plein de choses. Mais il y a aussi d'autres avantages à tirer, moins tangibles, mais tout aussi importants, notamment sur la marque employeur. Je pense que le fait d'avoir donné du sens, d'avoir commencé à identifier nos indicateurs, à dire là où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire demain, quand on donne du sens, on a une meilleure adhésion des équipes et je pense que c'était un des vrais bénéfices de cette action. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 salariés en France. On ne peut pas être un employeur national et se dire qu'on ne travaille pas pour l'environnement. Je pense que c'est un aspect indispensable et incontournable pour un employeur de se dire voilà, aujourd'hui, vous travaillez dans un groupe qui va faire en sorte que la planète, demain, reste une planète vivable. En fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut juste revenir sur des bases. On le voit aujourd'hui dans les supermarchés, sur les distributeurs de vrac, etc., pour limiter les emballages. C'était quelque chose qui existait déjà il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est juste revenir sur des choses très simples qui ont fait que le monde est devenu ce qu'il est. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le monde continue à être ce qu'il est. Donc il faut y travailler aujourd'hui pour que la planète, elle continue à produire l'ensemble des besoins qui peuvent couvrir l'ensemble de la population. Vous venez d'écouter Le Feu Vert, un podcast Opco Santé en collaboration avec la Driets Île-de-France. Je suis Fanny Sauveplan et j'ai écrit et tourné cet épisode. La réalisation sonore est de Alix Lachivert. La production est assurée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes.